Tout homme qui veut réaliser quelque chose dans la vie doit avoir une image. Et si je dois laisser une image forte à la Guyane, de l'homme que je suis, c'est que pour avoir réalisé de grands équipements, je considère que je veux laisser à la Guyane l'image d'un grand politique, mais pas d'un politicien. Cayenne en 1979. Plus de 30 ans après la loi de départementalisation, le Conseil général est le centre du pouvoir exécutif sous la tutelle de l'État. L'égalité sociale et économique tant espérée depuis mars 1946 se fait attendre. Partout, des mouvements nationalistes émergent pour critiquer l'action du gouvernement de Giscard d'Estaing. C'est dans ce contexte que Georges Ottilie, administrateur de biens de profession, se lance dans la politique. Il est élu conseiller général à Irakubo et rejoint le groupe créé par son cousin Elie Castor. Tous deux, ensemble, vont conquérir le pouvoir, atteignant des sommets jamais égalés. Monsieur François Mitterrand est élu président de la République. 51. François Mitterrand est élu en mai 81. Pour la gauche, c'est le début d'une nouvelle ère. Durant la campagne, des émissaires du PS, en visite en Guyane, ont promis une autonomie renforcée. Par la suite, Elie Castor, à l'aide du Parti socialiste guyanais, déjà président du Conseil général, est élu député. Georges Ottilie est à ses côtés. Je crois que Jacques Launay a été un élément déterminant dans la prise de position d'Elie Castor à cette époque pour qu'il soit candidat. Et la démarche a commencé avec le Parti socialiste guyanais pour que l'on puisse accepter la candidature d'Elie Castor, qui n'était pas membre du parti. En 1983, Georges Ottilie, soutenu par ses amis du Parti socialiste guyanais, part à l'assaut de la région. La liste est conduite par Elie Castor. Le conseil régional est devenu une collectivité aux pouvoirs élargis, conséquence des lois de fer dites de décentralisation. C'est la voie de la responsabilité. Je dois dire que le Parti socialiste guyanais a bien préparé le scrutin du 20 février 1983. Nous avons donné des consignes d'une importance capitale à nos sections pour bien expliquer l'enjeu de ces élections, car il s'agit d'assurer le développement économique, social et culturel de notre pays. Il est entendu, les bureaux de vote ne désemplissent pas. La liste du PSG obtiendra plus de 41,2% des suffrages, suivie de très près par une coalition de droite avec 40,1% des votes. 18h et nous déclarons le scrutin clos. L'UTG, l'Union des travailleurs guyanais, qui présente une liste, s'érige en arbitre de l'élection avec 8% des voix. L'élection du premier président de la collectivité régionale s'annonce sans surprise. Mais coup de théâtre, Georges Ottilie, désigné exécutif, démissionne. La représentation de cette assemblée n'est pas conforme à ce que le bureau aurait dû être. La représentation proportionnelle n'étant pas assurée, cela n'est pas le reflet que l'on pourrait donner à notre assemblée. En conséquence de quoi, je donne ma démission. Le dispositif législatif et réglementaire concernant l'élection du président n'existait pas à ce moment-là. J'ai donc démissionné tout de suite, après un regard furtif à Elie Castor qui était dans la salle, j'ai démissionné. Beaucoup de gens n'avaient pas compris pourquoi, parce que je savais que la loi était muette et qu'en démissionnant, c'était tout le bureau qui éclatait. Et comme je savais, j'avais surpris une conversation des indépendantistes, qu'on va pousser Ottilie à la démission, et en démissionnant, nous deviendrons, nous, les patrons de la région. C'était mal connaître le juriste que j'étais. Et l'analyse que nous avions faite à l'époque nous donnait la possibilité de démissionner tout de suite. Il y a eu un fait historique aujourd'hui. Des travailleurs de gauche se sont alliés à la droite. L'UTG est la plus grande centrale syndicale de Guyane.
qui rassemble Cette alliance contre nature est très mal énormément perçue dans l'opinion. Les caciques du PSG font pression par médias interposés. ont toujours porté leur soutien aux forces de gauche. Lors de l'élection du premier président de la première assemblée régionale, nous sommes entrés en conflit avec le PSG sur la désignation des vice-présidents et des postes à pourvoir. Et compte tenu du fait que nous n'arrivions pas, nous qui étions incontournables, nous n'arrivions pas à obtenir ce que nous voulions obtenir, nous avons fait un coup. C'est-à-dire que nous avons décidé de nous allier à la droite, c'est-à-dire pas la droite pour nous, mais à ceux qui n'étaient pas au PSG, pour pouvoir décider après quelque chose de plus sérieux après ce coup. René Clairvaux, 3 jours passent. Les négociations vont bon train. Un nouveau scrutin a lieu. Les nationalistes renoncent à s'allier à la droite. de l'Assemblée régionale. Georges Ottilie devient le premier président de l'histoire de la collectivité régionale. Nous avons entre nos mains un jeune bébé qui est le conseil régional. Il nous appartient donc, puisque nous en sommes les pères, et que nous avons, grâce à la présence de notre collègue Castal, une mère, de faire en sorte que ce bébé grandisse bien pour la Guyane et les Guyanais. Georges Ottilie a beaucoup d'ambition pour son pays, une vision audacieuse, désenclavement, développement économique. Il souhaite par sa politique changer la face de l'histoire mouvementée de la Guyane. Il veut se battre sur tous les fronts, rattraper des siècles d'immobilisme. Il mise également sur la formation et la culture afin de valoriser en profondeur les racines de la société guyanaise. Le projet de plan régional de la Guyane pour la période 1984-1988 s'inscrit dans un processus qui a commencé avant lui et dans lequel il s'insère nécessairement. Or, il n'est pas aisé de renverser d'un coup de baguette magique une tendance séculaire à la stagnation à peine contrariée au cours des dernières décennies et qui a engendré des comportements, des attitudes et une certaine force d'inertie à tous les niveaux que la seule volonté politique ne réussira pas à contrecarrer sans une action vigoureuse en matière d'éducation, de formation professionnelle, de culture, de participation et d'ouverture afin d'éviter de reproduire les événements et les erreurs du passé. Georges Ottilie fait appel à des jeunes cadres guyanais, et notamment à Jean-Marie Michotte, qu'il fera venir de Côte d'Ivoire. La vision que j'avais proposée à Jean Michotte d'avoir, c'était celle d'une Guyane sur les 30 prochaines années, mais qu'arrivé à l'an 2000, qu'il n'y ait plus de bac à prendre. Et donc, c'était la réalisation des plans, des ponts, la réalisation de grands lycées pour la formation de notre jeunesse. Et puis, imaginez-vous qu'à cette époque, des enfants de 6-7 ans n'avaient jamais été scolarisés. Et il a fallu essayer de rattraper ce retard sur l'ensemble des communes de Guyane. Et c'était, à mon avis, les premières actions que la collectivité régionale a menées en finançant à hauteur de 50% la plupart des écoles élémentaires entre 83 et 89 qui ont été réalisées à l'époque. Ce qui n'était pas d'ailleurs de la compétence de la collectivité. Les années passent vite. 1986 arrive à grands pas. Georges Ottilie brigue un nouveau mandat. Les meetings se succèdent. Il est soutenu par le Parti socialiste guyanais qui active sa redoutable machine électorale. L'année 86 est à la fois l'année des législatives et des régionales. Le PSG est le premier parti de Guyane. Au Parti socialiste guyanais, il n'y a pas de chef. On ne devient pas un chef. On vous met en place et à vous de conduire le bateau. En 3 ans de mandature, Georges Ottilie a déplacé des montagnes, un bilan dont il se targue. C'est déjà son principal argument de campagne. Entre 20 février 1983 et aujourd'hui, que de chemin parcouru.
Installation de la collectivité dans son administration au 24 rue Lalouette. Recrutement de jeunes fonctionnaires guyanais que nous avons formés. Vote de la loi de plan et vote pour la première fois du plan régional de développement économique, social et culturel. Négociation pendant 1 an et demi des contrats de plan avec l'État, ce qui a permis à la Guyane d'obtenir, pour la durée du plan, c'est-à-dire de 1984 à 1988, 177 milliards d'investissements. Otili. Le collègue Otili est déclaré élu du président du conseil régional. Avec près de 42% des suffrages et 14 sièges, Georges Otili est réélu confortablement à la tête de la collectivité régionale. Il est l'un des hommes forts du Parti socialiste guyanais. L'ambition pour son pays n'a plus de limite. Il met en action une politique de grands travaux, tout azimut, crée des antennes de la région dédiées à la culture, au développement économique, au patrimoine. Il va vite et frappe fort. Ce sont des années prospères pour l'économie guyanaise. Les ponts du Mayouri et de Mana, l'entrée sud de Cayenne, la Matourienne, la salle de spectacle Zéphyr sont implantées et 4 lycées en voie de construction. La Guyane connaît un essor sans précédent et ce à tous les niveaux. Rien ne semble pouvoir arrêter le président du conseil régional. Il faut que le Guyanais prenne possession de son pays. Vous vous rendez compte, depuis 3 siècles, je rêvais, il y a encore quelques heures, à cette émission pour essayer de mieux faire passer le message à nos compatriotes qui nous écoutent ce soir. Eh bien, écoutez-moi. En 3 siècles, l'État français a construit dans notre pays 4 lycées. En 4 ans, nous en construisons 4. La démonstration est faite qu'il faut aménager très rapidement ce territoire. Georges Otili a également des aspirations nationales. Il est élu en 1989 au Palais du Luxembourg. Il sera réélu sénateur en 2004. Membre de la commission des lois, Georges Otili sera sans complexe et se fera très vite remarquer. Il siégera sous la bannière du Rassemblement démocratique et social européen. Sa première proposition de loi en 1990 vise à la création à Cayenne d'une chambre détachée de la Cour d'appel de Fort-de-France. Il sera très fier de l'application de ce texte. Enfin, il s'est beaucoup battu en faveur des collectivités ultramarines. Il s'agit de s'interroger sur l'approche de la démarche qui consiste d'allouer d'office une quote-part aux communes de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de Réunion. A-t-on testé depuis l'efficacité d'un critère adapté aux réalités de nos régions? Je pense en particulier aux critères de contribution constitués sur la base du logement social. Sénateur honoraire, il sera également le premier à dénoncer les effets pervers de l'immigration clandestine en Guyane. Un destin national qui lui permet de prendre de la hauteur. En 1988, Georges Otili claque la porte du PSG. Il reprend sa liberté. C'est la rupture également avec son cousin, son homologue au département, Élie Castor. Une véritable guerre froide éclate entre les deux collectivités. Les raisons de cette rupture restent obscures jusqu'à aujourd'hui. Le PSG, premier parti de Guyane, s'estime trahi par l'un de ses fils. Georges Otili est seul contre tous. En 92, il doit cependant à nouveau conquérir la région et confiant, fort de son bilan et sûr d'assurer la continuité. Seulement, la machine électorale du PSG redémarre. Le parti a déclaré la guerre à son ancien militant. Les rumeurs les plus folles circulent et créent des divisions. Une en particulier se fait insistante. La région aurait un déficit abyssal. La Guyane est un petit département avec 150 000 habitants. Nous avons besoin des salles de classe et des salles équipées en laboratoire. Nous n'avons pas besoin de monuments architecturaux. J'ai toujours dit, s'il était vraiment fort, quand il avait quitté le Parti socialiste guyanais, il aurait dû donner sa démission et venir devant les électeurs. À ce moment-là, j'aurais dit, voilà un homme qui est fort. La campagne a été longue.
peut-être trop longue. Elle a été passionnée, pour ne pas dire passionnelle. Elle est sortie souvent du cadre dans lequel nous avons souhaité la mettre, c'est-à-dire un débat d'idées. Habile politique, fin stratège, Georges Otili crée son propre parti, les FDG, les Forces démocratiques de Guyane, composées de politiciens de tous horizons. Dans leur ligne de mire, le PSG, selon eux, hégémonique et totalitaire. Ils se sont emparés du Parti socialiste guyanais depuis 10 ans. Il faut les éliminer. L'avenir, c'est tout simplement la poursuite des opérations importantes qui ont été réalisées depuis 6 années sous la présidence de Georges Otili. Alors, je dis que ceux qui ne sont pas contents du pont de Mana, qu'ils n'y passent pas. Ceux qui ne sont pas contents du pont de Roua, qu'ils n'y passent pas et qu'ils prennent leur bac ou leur canot. Le rapport de la Chambre régionale des comptes s'invite dans la campagne. Effectivement, le déficit de la région est estimé à plus de 400 millions de francs pour l'année 90. Le scandale éclate. Georges Otili s'explique mais ne convainc pas. Il faut expliquer à la population ce que c'est qu'un endettement. La région a un endettement de 44 millions de francs, c'est-à-dire 4 milliards 400. C'est la possibilité de remboursement qu'a la collectivité régionale aux organismes financiers qui lui ont prêté de l'argent. Et aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes, je n'ai pas peur de vous montrer ce document, le voici, la transparence de la région. Que dit cette Chambre régionale des comptes? Il constate le déficit réel du compte administratif de la région pour 433 millions de francs, c'est-à-dire 43 milliards de centimes. Et la Chambre régionale des comptes n'a pas le droit de sanctionner ni de mettre sous tutelle une collectivité. Toutes les collectivités guyanaises sont contrôlées au terme de la loi par la Chambre régionale des comptes et par voie de conséquence la collectivité régionale, le département et toutes les communes de Guyane. Le Parti socialiste guyanais remporte ses élections de 1992 avec 3000 voix d'écart. Les FDG deviennent le deuxième parti de Guyane. C'est quand même un sérieux revers pour le président de région sortant. Lors de l'élection de l'exécutif, cette fois, il n'y aura pas de rebondissement. Antoine Karam est élu confortablement avec 19 voix contre 10 pour Otili. Le temps des discours est maintenant révolu et que la population attend des élus, notamment régionaux, des actions planifiées, programmées pour l'intérêt de tous, des choix financiers transparents pour que l'inertie, la stagnation, les égoïsmes catégoriels ne soient plus des freins ou des handicaps au devenir de notre pays. Une nouvelle vie débute pour Georges Otili et avec elle des ennuis judiciaires. Son entreprise a omis de déclarer 4 millions de francs à l'administration fiscale. Esté en justice, Georges Otili remboursera sa dette auprès du Trésor public. Moi, je ne connais rien au contexte local. J'ai aucune idée, si vous voulez, sur une éventuelle cause politique ou autre, pour la bonne raison que je suis parfaitement ignorant là-dessus. Mais ce que je vois, moi, c'est que techniquement parlant, c'est pas ce genre de dossier que j'ai l'habitude de plaider contre l'administration fiscale. Généralement, l'administration fiscale dépose des plaintes dans des dossiers où manifestement les gens avaient un espoir de frauder. Ils avaient une chance effectivement de passer à travers, de ne pas payer l'impôt. Et là, franchement, dans le cas de M. Otili, ça me paraît avoir été absolument impossible. Georges Otili est sénateur de la Guyane, mais il n'a plus d'ancrage local. En 1995, à la demande des électeurs d'Irakubo, il est élu maire. Sa défaite de 92 est profondément ancrée dans sa mémoire. Le pont de Mana, c'est pas André Bacoul, le pont de Rouen aussi, Air Route. C'est eux qui ont soutenu notre combat. Ils sont seuls. Aujourd'hui, en plus petit, peut-être, si Dieu est avec nous, nous réaliserons ici, dans ce microcosme, ce que les Guyanais, dans leur majorité, ne nous a pas donné. 22 mars 1990. Georges Otili restera premier magistrat de la commune d'Irakubo jusqu'en 2001. Irakubo représentera toujours son havre de paix.
Par la suite, avec les FDG, Georges Othily tentera de reconquérir la région en 1998 et en 2004 sans succès. Comme ici en 2004, il reprend ses thèmes de campagne. Je crois que la crise aujourd'hui elle est grave et qu'aujourd'hui nos compatriotes veulent changer de politique. Ils veulent finir avec cette politique de 12 années et ils veulent avoir des femmes et des hommes responsables et compétents. Alors, nous sommes au stade des propositions et vous m'avez posé une question bien précise sur l'aménagement du territoire et l'immigration. Je crois qu'il faut à la fois désenclaver notre pays. Et désenclaver notre pays, c'est permettre la libre circulation sur ce territoire, car il y a des territoires où les Guyanais n'ont pas le droit d'accéder. Et si on veut vraiment faire du développement économique, il faut d'abord créer des espaces libres, donc désenclaver, faire des routes, et nous en aurons les moyens au niveau de cette collectivité régionale. Deuxièmement, il faut former les hommes et les femmes pour qu'ils prennent en main leur destin. Il ne sera donc pas réélu. Au deuxième tour, 1 millier de voix le sépareront du président sortant, Antoine Karam. Doyen de l'Assemblée, le jour de l'élection, il présidera la séance avec le panache qui le caractérise. Je vous donne donc les résultats du vote. Monsieur Antoine Karam a été élu avec 17 voix. « 13 bulletins blancs et 1 à votre serviteur. » Bien. Ensuite, on invite le président à venir. Monsieur le Président, je vous invite à venir occuper le siège avec juste cette nuance. C'est le temps de la réconciliation et de la rédemption. Il ne cessera jamais de tenter de convaincre du bien fondé de ses actions. Une élection qui vient comme un baroud d'honneur. Il ne se représentera plus à un scrutin local. Toutefois, jamais il ne s'éloignera de la politique, devenant pour certains un conseiller de l'ombre, une éminence grise. Son expérience et sa vision de la Guyane lui permettront de briller et de partager ses réflexions auprès de la société guyanaise. Homme décrié, controversé, inlassablement, il continuera de se défendre en essayant de trouver un sens à ses actions, les inscrivant dans l'histoire. Georges Othily restera toujours un homme de terroir, profondément attaché aux us et coutumes locaux. Fin gourmet, épicurien, il avait plusieurs facettes qu'il aimait partager. Toutefois, sa vraie passion reste celle de l'écriture. Je me suis dit que un jour, si j'en avais la possibilité, j'écrirais. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir avec moi Élie Castor, et nous avons commencé à rédiger un ouvrage thématique sur notre pays. Mais préalablement, j'ai aussi écrit des poèmes. Et donc, mon premier recueil de poèmes, qui s'appelle Harmonie d'ébène, qui est actuellement joué dans des extraits, en tout cas sont utilisés aussi bien dans quelques écoles, et également par une troupe de théâtre qui s'appelle la Malmanourienne. Et puis ensuite, je me suis passionné pour la biographie de certains hommes qui ont marqué la vie de la Guyane. C'est le docteur Jean, à la suite donc de la mort de Galmo. Ça a été René Jadefar. Il a écrit une douzaine d'ouvrages. Le plus révélateur est sans doute La France équinoxiale, où il dévoile ses liens avec la franc-maçonnerie. Cela m'a permis quand même de prendre de la hauteur de 1992 à aujourd'hui. Et cela m'a permis de peut-être mieux comprendre les circonstances qui ont amené certains hommes de Guyane soit à réaliser des œuvres importantes lorsqu'ils avaient l'occasion en politique d'être à l'avant-poste, soit également de prendre de la hauteur sur certaines circonstances qui peuvent frapper aussi l'homme d'action. J'assume tout est sans doute le livre dans lequel il se livrera le plus, un livre testament. Il fait le bilan de ses années de mandature à la tête de la région. Il s'explique, revient sur ses ambitions d'alors pour la Guyane. Un mea culpa, une justification sur cette période de sa vie qui l'a marqué indéniablement. Aujourd'hui, avec le recul, J'assume tout se lit comme un roman. Pendant plus de 10 ans, je n'ai pas parlé et j'ai donc écrit. Parce que la parole est libre, mais la plume est serve. Et c'est en tout cas cela qui a conduit à
faire en sorte que je sorte ce livre aujourd'hui. Comme un livre qui se referme, la dernière page qui se tourne, le 7 mars 2016, Georges Ottilie présentait à la demande de Rodolphe Alexandre aux conseillers territoriaux les résultats du rapport Ottilie sur la situation financière, budgétaire et comptable de la collectivité territoriale. Un audit commandité par le président de la CTG. Toujours passionné dans la dernière période de sa vie, Georges Ottilie enchaînait les conférences sur les grands hommes et femmes de Guyane, les bâtisseurs. Il captivait son auditoire, bercé par les mélodies de Vivaldi ou du Chevalier de Saint-Georges. Décédé le 18 décembre 2017, il est inhumé le 26 décembre. Pour l'accompagner dans son dernier voyage, la foule est immense. Ses proches et tous ceux qui, de près ou de loin, ont traversé son existence, ont ce jour-là honoré sa mémoire. Finalement, comme il le souhaitait si ardemment, c'est son œuvre qui aujourd'hui hante les esprits, des ponts et des lycées, tels des monuments défiant l'usure du temps. C'est auprès de son épouse au cimetière de Cayenne qu'il est enterré, une épouse discrète qu'il a évoquée dans Lettres à Émeraude, l'un de ses livres les plus personnels. Georges Ottilie est entré au panthéon des grands hommes guyanais.